l'activité minière dans la région. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de ce que certains considèrent comme un traitement non égal ou alors discriminé entre les différents candidats à la candidature à la présidentielle de 2024. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. D'abord, cet accident mortel survenu ce matin à 3 km de Kébémer. Un car Ndiagandiaï qui tentait d'éviter une charrette a percuté un poteau électrique à hauteur du village de Gad Afé. Bilan 3 morts, dont un sur le coup. Les blessés graves ont été évacués vers l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Les blessés légers ont été conduits, quant à eux, au district sanitaire de Kébémer. À Pikine, le secteur interurbain du transport souffre d'un manque de bus depuis des années, selon les membres du mouvement Dolel Transport. La situation est beaucoup plus compliquée avec l'arrivée du TER et du BRT. Les transporteurs réclament pour la énième fois le renouvellement de leur parc automobile à l'État qui leur avait fait cette promesse. Écoutons donc Malik Diop, qui est membre du mouvement Dolel Transport, au micro de Salamata Ousmane Diallo. Depuis 2016-2019, l'État avait entamé un renouvellement du parc sur le secteur du transport urbain et interurbain. Jusqu'à présent, rien n'a été fait, nous dénonçons cela, alors que l'État est concentré sur ces nouvelles transports de masse, qui est la terre et la BRT. Donc, on nous dit que d'ici décembre, la BRT va commencer à travailler, et jusqu'à présent, nous les acteurs, on n'a pas vu le renouvellement du parc que l'État nous avait promis, nous dénonçons cela. Lors de cette communauté directeur, nous demandons à tous nos membres, chauffeurs, ouvriers du transport, qui sont un peu partout au Sénégal sur les 550 communes, et d'abstenir sur les parrainages. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu un candidat qui a présenté un programme ou une vision claire pour accompagner le secteur du transport, pour améliorer les conditions de vie des chauffeurs et des transporteurs. C'est pourquoi on va s'abstenir sur les parrainages en attendant de voir un candidat qui est prêt à accompagner les chauffeurs ou à mettre en place un programme adéquat pour améliorer le système de transport au Sénégal. 12h04. La réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce n'est pas demain la veille. Selon le collectif des amicales de l'UCAD et l'Union des sites externes, il faudra encore patienter au moins 2 mois pour la fin des travaux de réparation, ce que les étudiants jugent inadmissible. Ils appellent à paralyser tout le système éducatif et universitaire. Voici Abdoulahat Ndiaye, le président de l'amicale de la FASEC. Il est au micro de Anna Rocha. Les conditions inacceptables que vivent les étudiants. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait aujourd'hui plus de 4 mois, près de 5 mois que l'université a été fermée. Sous prétexte que l'université a vécu des moments tragiques et que ça a nécessité des réparations. Ce que nous avions accepté avec les autorités. On avait convenu ensemble que le 2 octobre, on allait reprendre. Vendredi dernier, nous avions été convoqués à un conseil d'administration à l'issue de laquelle les autorités, le DG du COUD, M. Maguetsen, et le recteur nous ont fait savoir que même pour les questions de procédure, pour ces réparations, il leur faut encore 2 mois. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'enseignement en présentiel d'ici février ou mars, ce qui est inacceptable. Fermer une université telle que l'université de Dakar pendant 7 mois, c'est sacrifier la vie des étudiants. Et ça, c'est inacceptable et la communauté étudiantine ne va pas l'accepter. C'est dans ce sens que nous appelons tous les étudiants de partout où ils se trouvent à paralyser complètement le système éducatif parce qu'il y va de leur propre avenir. Imaginez 7 ou 8 mois sans université, 7 ou 8 mois sans enseignants. C'est carrément mettre un frein à l'enseignement supérieur, à l'éducation. Et ça, c'est inacceptable. Nous invitons les amicales locales de partout à paralyser le système du préscolaire au supérieur. Et nous avions eu la solidarité des autres universités. Et ça, c'est déjà à saluer. Regroupés devant le hall de la FASEC, ces étudiants ont été interdits de tenir leur point de presse sur place. Ils ont donc été dispersés par la police à coups de grenades lacrymogènes. Lutte contre l'errance nocturne des enfants à Diakhaï, une initiative du comité départemental de protection des enfants de Keur-Massar. Il compte prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la fermeture des salles de jeux installées illégalement. Le comité a organisé une opération de sensibilisation. Aminata Ba.
Tout le village s'est rassemblé. C'est à Djaraï 12B que le comité départemental de protection des enfants de Keur Massar a démarré une opération de sensibilisation sur l'errance nocturne des enfants. Badara, père de famille, est inquiet de l'implantation des salles de jeu à Djaraï. Mon fils n'a que 12 ans, mais il ne vit plus avec moi à Djaraï. Je fais cela pour éviter qu'il fréquente les salles de jeu qui sont installées ici, dans le quartier. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes prennent la dépense quotidienne de leur famille pour aller jouer. Après, c'est au tour des enfants visibles presque dans toutes les grandes artères de la localité. La négligence des enfants à Djaraï, un diagnostic fait par le comité départemental, et ils sont exposés à plusieurs dangers selon Mamadou Sarr, directeur du centre de promotion et de réinsertion sociale de Keur Massar. Dans certains quartiers, à des heures très tardives, il y a des enfants qui sont dehors. Donc le projet a commencé par Djaraï, mais on compte élargir le projet dans les autres localités de Keur Massar. Les autorités départementales vont veiller au gré pour la protection des enfants. Mohamed Ouad, sous-préfet de l'arrondissement Djaraï Parcelles Assainies. Ces salles de jeu doivent faire l'objet d'une autorisation. Si ce n'est pas autorisé, donc on prendra toutes les mesures pour les fermer, ça c'est sûr. Le comité départemental de la protection des enfants de Keur Massar attend un appui financier des autorités pour la construction de centres d'accueil dans la localité afin de mieux sécuriser les enfants. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Allons à Mbey, dans la commune de Bambilor, département de Rufisque. Les populations continuent de s'opposer à l'attribution de 22 hectares à un homme d'affaires pour un projet immobilier. Ils ont organisé un rassemblement ce matin. Ces habitants révèlent même que ce promoteur est détenteur de 2 baux qu'ils jugent totalement faux. Écoutons Hassan Bey au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Tout le village s'est rassemblé, ce qui est la suite logique des tensions qui se sont passées dans le village de Mbey. Ceci est dû uniquement à une prédation des terres, un accaparement des terres du village qui a été la source de ces tensions et de la révolte des habitants qui ont été séquestrés, cernés jusque dans leur maison par les gendarmes de la DSCOS. Un promoteur du nom de Souaïbou Sek, détenteur de 2 baux, l'un de 9 hectares et l'autre de 21 hectares, qui a été la source de ces tensions-là. Aujourd'hui, tout le village s'est réuni pour continuer le combat. Le combat qui a été entamé depuis jeudi. Comment peut-on attribuer à quelqu'un 2 baux sur les terres qui dépendent même du village, alors que les habitants ont même réclamé un bail qui n'a pas été accordé. Je crois qu'il y a des choses à faire au niveau de la conservation foncière du Rufisque et que ces voies-là restent à être vérifiés. Nous semble que même c'est des baux qui sont faux. Ce soit le sec-là, il faut l'arrêter. Vraiment, ce qu'ils ont fait est inadmissible. C'est effroyable dans ce village-là. Des terres qui ont été saccagées, qui ont été remuées. Moi, je crois que le président Macky Sall doit intervenir immédiatement pour apporter la sécurité dans ce village-là. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Allons dans le département de Foundiougne où les départs massifs de migrants clandestins sont souvent notés. Les jeunes expliquent cela par une absence totale de grandes usines de transformation de produits agricoles et halieutiques. Des jeunes de la localité, dont des migrants de retour, ont participé à un séminaire de sensibilisation sur le phénomène organisé par Amnesty International. Aminata Goudiaby. J'ai réussi à rentrer dans l'Europe à 2 reprises et on m'a rapatrié. Dès mes aventures racontées avec les visages renfrognés, Mamadou Sen, habitant de Betinti, justifie l'immigration clandestine par une mauvaise exploitation du potentiel du département de Foundiougne dans les domaines de l'agriculture et de la pêche. Si je prends l'exemple de la mangue, en période de mangue, la majeure partie de nos fruits sont gâtés parce qu'il y a l'absence des usines de transformation. Là aussi, nous constatons la crevette, on en trouve à gogo un peu partout dans le département. Ce sont des produits qui pourrissent ou bien on les vend d'une façon qui n'est pas aussi si rentable. Il y a l'absence des marchés de commercialisation de nos produits. Les îles du Saloum sont considérées comme une zone de départ des migrants clandestins. Un séminaire de 2 jours a été organisé par Amnesty International pour sensibiliser les jeunes du département de Foundiougne aux conséquences de l'immigration clandestine. Sidi Gassama, directeur d'Amnesty, invite l'État et les partenaires au développement à une meilleure vulgarisation des programmes de lutte contre le chômage des jeunes. Il y a énormément d'agences qui s'occupent
la question de l'emploi des jeunes. Il faut les rationaliser. Il faut faire en sorte que ces agences-là soient connues par les jeunes, mais surtout faire en sorte que les financements soient des financements efficaces. Lorsqu'on donne aux jeunes des financements, qu'on puisse les encadrer, qu'on puisse faire un suivi. Les autorités judiciaires ont expliqué à leur tour aux jeunes les sanctions prévues contre l'immigration irrégulière. Cheikh Bassndongo, président du tribunal d'instance de Foundiougne. C'est le cas du délit de mise en danger de la vie d'autrui. Donc il y a là une sanction. Bien d'autres migrants de retour ont été associés à ce séminaire. Presque tous ont affiché une réelle volonté de retourner en Europe, et ce même par les pirogues. Aminato Goudiaby, Fatick FM. À Yarakh, une localité laissée en rade en ce qui concerne les projets de l'État. Selon le mouvement Doomu Yarakh, les membres se disent délaissés et font face à un avenir incertain. Les opportunités d'emploi sont rares et les aspirations de la jeunesse sont souvent mises de côté. Tels sont les propos de Al-Hassan Bokar Cham, président du mouvement, que nous écoutons au micro de Salamata Ousmane Diallo. Nous remarquons que la commune de Hann-Bel-Air est une commune qui est quasiment dans l'opposition. Effectivement, nous ne bénéficions d'aucune aide, nous ne bénéficions d'aucun projet, surtout les projets de l'État. Donc les jeunes, ils sont sans emploi. C'est vrai qu'il y a une mairie qui est là, mais c'est une mairie qui est de l'opposition. Et nous aussi, on remarque que vraiment la population, elle est laissée à elle-même. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de prendre les armes à la main, dans l'espoir d'avoir une commune qui est meilleure que les autres, une commune qui est prospère, une commune qui permet à tous les jeunes vraiment d'avoir des emplois. Parce qu'aujourd'hui, la commune de Hann-Bel-Air est vraiment la deuxième commune la plus riche de Dakar, mais malheureusement, c'est la deuxième commune la plus pauvre en termes de ressenti par rapport à la population. Les jeunes, ils sont sans emploi. Nous comptons rencontrer vraiment la population. On veut vraiment ressentir les projets, expliquer à la population. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a vraiment un problème de communication qui se passe. Parce que même les projets que l'État a fait au niveau de Yarakh, au niveau de la commune de Hann-Bel-Air, notamment tout ce qui est les projets de Promoville, donc c'est l'État qui l'a fait, c'est le président Macky Sall qui l'a fait. Mais d'autres gens en profitent pour prendre ce laurier, ce bijou, se l'accaparer. Mais on sait très bien que la population de Yarakh, la population de Hann-Bel-Air, elle est derrière le président Amadou Ba, elle est derrière le président Macky Sall, et nous comptons soutenir la candidature de M. le président Amadou Ba. Évoquant justement la tournée économique du Premier ministre Amadou Ba, candidat déclaré de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, tournée économique à Louga. Si pour certains, le défi du Premier ministre, c'est de rassembler les leaders de la région, pour d'autres, Amadou Ba et son gouvernement sont en train de gaspiller l'argent avec les moyens de l'État. Il dénonce également l'interdiction des candidats de l'opposition, l'interdiction faite à ces candidats d'effectuer des tournées. Nafissatou Ndiaye. À l'étape de Potou, les agriculteurs de la zone des Niayes ont saisi l'occasion pour réclamer plus de considération pour leur secteur. Ils ont aussi interpellé le Premier ministre sur l'installation des entreprises minières qui ne cessent de leur causer des problèmes. Thierno Ba, ingénieur agronome habitant de Potou. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le Premier ministre rassure les populations. De signer un pacte avec la jeunesse, un pacte pour le progrès, un pacte pour le développement. Pour l'intérêt des populations. Après Potou, le Premier ministre s'est rendu à Koki. Là-bas, Amadou Ba a appelé les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar de Louga à l'union. Chacun de nous est capable de mobiliser fortement ses militants, donc on ne doit minimiser personne. En tout cas, de mon côté, j'ai toujours gagné depuis que je suis avec le président de la République. Alors, il faut qu'on s'unisse afin de gagner au premier tour. Amadou Ba a également rendu visite aux familles religieuses de la région. La famille de Thierno Bachir Tall, celle de Sokhna Astou Sy, entre autres. Géoul et Kébémer sont les dernières étapes de cette tournée économique. Elle s'est terminée ce matin vers 9h. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Il s'agit plutôt du compte-rendu des dernières étapes de la tournée du Premier ministre Amadou Ba à Louga, qui a été chaleureusement accueilli. Et à cette occasion, vous l'avez entendu dans ce sujet, beaucoup de doléances lui ont été présentées, telles que l'installation des entreprises minières qui ne cessent de causer des problèmes aux populations. Le Premier ministre a pour sa part invité les leaders politiques à l'Union afin de régler les problèmes de la population une fois élus. À Kaolack, électrification des villages de Keur Taïbé et de Keur Sololi, situés dans la commune de Tchombi. Le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, a
Pamademba Biteye a procédé à la mise en service de l'électricité. Un ouf de soulagement selon les résidents qui demandent que les autres villages soient aussi raccordés au réseau. Ils sont toujours dans le noir en attendant. Fatoumbo. Un grand soulagement pour les villages de Keur Taïbé et Saloli. Cette électrification est une source de joie. C'est une vieille revendication qui a été longtemps attendue selon le maire de la commune, Alexandre Gom. Il se réjouit de cette avancée et plaide en faveur des autres villages environnants. Keur Taïbé, Keur Saloli, leur revendication principale était l'accès à l'électricité. Donc nous sommes satisfaits. Et ça va continuer. Il va nous rester 3 villages à mettre en service et nous aurons donc l'accès universel à l'électricité. La mise en service de l'électricité contribue au développement de ces villages, selon Pape Mademba Biteye. La position géographique n'est plus discriminatoire pour accéder à l'électricité. Nous n'avons pas amené uniquement de la lumière. Nous voulons que l'électricité vous serve, notamment les femmes, à développer des activités socio-productives pour votre autonomisation. Désormais, les villages de Keur Taïbé et la localité de Saloli bénéficient de l'électricité grâce à l'initiative du directeur général Pape Mademba Biteye. C'est l'occasion pour lui de rassurer les autres localités qui n'ont pas encore accès à l'électrification. Fatoumbo Chombi, Radio Futur Média. À 12h17, le reste de l'actualité avec les travailleurs de la CBAO qui entament aujourd'hui une nouvelle grève de 48 heures. Ils continuent de réclamer des augmentations de salaire. Une nouvelle séance de négociation est d'ailleurs prévue cet après-midi dans les locaux de la banque. Les discussions de la semaine dernière s'étaient soldées par un échec. La distribution de l'aide à la presse. Cette année encore, l'État a décaissé de l'argent public pour soutenir les entreprises de presse. Mais problème jusque-là, les acteurs n'ont pas vu le décret fixant répartition de l'aide et beaucoup d'acteurs s'offusquent de l'opacité de la distribution. Cette année, la part de Walfadjri a nettement baissé, ce que dénonce le patron du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal, Mamadou Ibrakan, au micro de Mohamed Ali Mouba. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'aide à la presse est en train d'être distribuée depuis maintenant 2 semaines. Mais il y a des interrogations, vraiment de très grandes interrogations sur le montant de l'aide, sur les critères qui ont été établis pour la distribution de l'aide et surtout, il n'y a aucun arrêté du ministère de la Communication pour dire quels sont les bénéficiaires et quel montant ont reçu les bénéficiaires. Là, le cas de Walfadjri, qui aurait été sanctionné pour sa ligne éditoriale et qui recevait habituellement 70 millions de francs CFA et qui ne se retrouve aujourd'hui qu'avec 20 millions. Donc toutes ces interrogations-là, vraiment, ne devraient pas être dans le cadre de la gestion de l'argent public. Je pense que le Fonds d'appui et de développement de la presse devrait rompre avec ce qui se faisait avant en toute opacité. Le problème, c'est que le Fonds d'appui et de développement de la presse, depuis qu'il a été créé en janvier 2021, pour le moment, n'a fait que distribuer l'aide à la presse. C'est vraiment très en deçà des attentes des acteurs des médias par rapport au rôle qu'aurait dû jouer le Fonds d'appui et de développement de la presse. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Guerre Israël-Hamas, le seuil des 5000 morts franchis dans la bande de Gaza. Au moins 5087 personnes, dont 2055 enfants, sont mortes depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Bilan fourni ce matin par le ministère de la Santé du Hamas. Au moins 15 273 personnes ont été blessées depuis le 7 octobre, au 17e jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas. Ce matin, un 3e convoi d'aide humanitaire est entré à Gaza depuis à Rafah depuis l'Égypte samedi et dimanche. Déjà, 34 camions avaient traversé Rafah. Pendant ce temps, l'armée israélienne intensifie ses frappes contre la bande de Gaza. Au moins 70 personnes ont été tuées au cours de raids aériens nocturnes. Bilan fourni toujours par le gouvernement du Hamas. Ces frappes ont aussi visé le sud du Liban.
dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis notez que le pape François s'est entretenu par téléphone hier avec le président américain Joe Biden. Ils ont parlé des situations de conflit dans le monde et de la nécessité des parcours de paix. Un entretien à la demande du pape François selon la salle de presse du Vatican. Au Mali, construction prochaine de centrales nucléaires par la Russie. Une annonce des autorités de transition, une délégation gouvernementale a séjourné la semaine dernière à Moscou. Les discussions ont aussi porté sur d'autres domaines comme la médecine et le secteur minier. Zanga Abdoulaye Ouattara. Visite de haut niveau conduite par Alousseini Sanou. Selon le ministre de l'économie et des finances, le Mali envisage la création de 2 à 4 centrales nucléaires de 55 MW. C'est là pour la mise en œuvre d'une autosuffisance énergétique du Mali. Il ajoute que cette première étape va concerner l'utilisation du nucléaire dans des domaines de la médecine, de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Pour la réalisation de ce projet, le ministre annonce pour les mois à venir la visite d'une délégation russe à Bamako pour évaluer les potentiels du pays. Sur le plan minier également, un mémorandum a été signé entre les deux pays. Alousseini Sanou précise qu'une unité de raffinage de l'or sera aussi réalisée. Selon le ministre Sanou, cette unité va traiter au moins 200 tonnes d'or par an. Les accords entre les deux pays se sont étendus sur plusieurs autres domaines. Il s'agit entre autres de l'amélioration du chemin de fer, les produits pétroliers, l'approvisionnement en engrais et le transfert de compétences. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Un consultant environnementaliste réagit à ce projet pour Abdraman Sanogo. Une centrale nucléaire pourrait être une solution au déficit énergétique seulement. Il s'interroge sur la sécurisation de cette centrale et les technologies pour minimiser son impact sur l'environnement. Si le Mali obtient une centrale nucléaire, cela serait une bonne chose par rapport au problème d'énergie que nous avons aujourd'hui. Tout le monde sait que le Mali n'a vraiment pas d'énergie. Or, sans énergie, il n'y a pas de développement économique possible. La question qu'on peut se poser, où serait installée cette centrale? Quelles seraient réellement les différentes technologies qui vont l'accompagner, notamment les déchets radioactifs qui seront produits dans l'avenir et surtout la sécurisation de ces différentes centrales. Aujourd'hui, il faut que les gens sachent que les pays développés sont en train de quitter le nucléaire pour aller vers les énergies renouvelables. Une centrale nucléaire coûte extrêmement cher. Quel que soit le pays du monde, ils ne vont pas nous donner une centrale nucléaire gratuitement. Vendredi dernier, la Russie a annoncé avoir signé des accords avec le Mali et le Burkina Faso dans le but de développer le secteur nucléaire. Ces accords ont été finalisés à l'occasion de la semaine russe de l'énergie qui se tenait à Moscou. Et pour terminer, les violences intercommunautaires dans la province de la Tchopa, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 6 civils tués ce week-end, ce qui porte le bilan à plus de 500 morts depuis février. Le conflit oppose la communauté Mbolé à la communauté Lenga. Les premiers accusent les seconds d'avoir vendu leurs terres à une entreprise pour 20 ans d'occupation. Mais le conflit a été aggravé par des assassinats et des cycles de représailles. Georges Détidiop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons du traitement jugé inégal des candidats à la candidature pour la présidentielle de 2024 selon leur appartenance au pouvoir ou à l'opposition. Et pour en parler, nous serons avec Abdou Khadre Sanoko, analyste politique enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Hassan Somb, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Reprise du championnat de Ligue 1, la Linger de Saint-Louis fin prête. Elle est fin prête pour disputer cette Ligue 1 sénégalaise en difficulté pratiquement tout au long de la saison dernière. Les Sambalingers ont réussi une très bonne préparation, mieux que l'année dernière selon leur entraîneur, et veulent désormais titiller les premières places pour jouer les premiers rôles dans ce championnat du Sénégal. Abdou Majib Diagne est l'entraîneur des Sambalingers. On vient de terminer le stage d'avant-saison, de préparation d'avant-saison pour le championnat 2023-2024. Le bilan qu'on va tirer, c'est un bilan très positif parce qu'on vient de boucler aujourd'hui, ce matin même à Thiès, notre 9e match qui s'est soldé par 0 but partout devant le CNEPS.
Donc n'ignorez pas qu'on a fait 10 jours en Mauritanie, 10 jours qui se sont soldés par 7 matchs de préparation, donc très très bénéfique. On a su voir toutes les variantes possibles, ce qui va nous mener directement vers la première journée le week-end prochain. Donc c'est un bilan très très positif. On n'a pas regretté d'aller en Mauritanie et ce qu'on a manqué l'année dernière, on a pu le régler cette année, c'est-à-dire avoir beaucoup de matchs amicaux. Donc c'est que vous savez mieux comment en football, en préparation, il va avoir de bons matchs et de bons matchs avec de bons sparring partenaires. Donc l'ambition du club aussi, c'est d'être à côté du premier, parce que cette année, on a des ambitions, il faut qu'on ait 1 ou 2 titres, quoi. C'est l'ambition du club. Vraiment, c'est fini les maintiens et tout ça. On va aller chercher quelque chose, Inch'Allah. À Paoskoto, le maire veut développer le sport dans la commune. Il a annoncé ses intentions à l'occasion de la finale de la Coupe du Maire, une première édition avec une mise de 3 millions de francs CFA pour appuyer les différentes équipes de sa commune. Il s'est également prononcé sur l'état actuel du stade de Paoskoto. Bala Mbaye est le maire de Paoskoto. Il est au micro de Fatou Mbo. Aujourd'hui, ça a été une journée qui nous a permis de communier avec notre jeunesse, de communier avec la population de la commune de Paoskoto. Actuellement, on a non seulement ce stade-là, mais on a aussi 2 autres terrains clôturés à Dingra et à Agapa. Donc c'est un début, mais nous pensons que cette jeunesse mérite plus que cela. Parce qu'on espère que dans un futur proche, on pourrait véritablement rêver un jour jouer dans un stade avec de l'éclairage pour que, en tout cas, de nuit comme de jour, des compétitions puissent s'organiser, mais aussi que le terrain soit encore beaucoup plus représentable du point de vue qualité et qu'on joue peut-être même sur du gazon ou en tout cas sur un tapis. Et ça, on est en train de faire la démarche. Et nous pensons qu'en tout cas d'ici peu de temps, on va essayer de voir et convoquer toute la bonne volonté pour que véritablement une équipe communale soit mise en place. Parce que nous pensons qu'une collectivité comme Paoskoto pourrait véritablement bénéficier de cela. Parce que c'est un village historique. Aujourd'hui, nous en avons 2 ASC Pathé Badiane, l'ASC Grand Médine, tous de Paoskoto, de la zone de Paoskoto et du village de Paoskoto qui se sont qualifiés en finale. D'abord, on avait octroyé une subvention de 2 millions aux ASC d'abord. Ensuite, pour aujourd'hui, on a doté de 2 ASC 16 jeux de maillot, 16 ballons. Une enveloppe de 2 millions, on a pris entièrement en charge l'organisation. On a mis des médailles. Rien que les trophées, ça nous a coûté presque 200 000. Tout cela, nous le faisons parce que nous pensons que notre jeunesse mérite tout. Mérite en tout cas tous les honneurs. Pour finir, Suleiman, avec cette triste nouvelle qui frappe le football sénégalais avec la disparition de Malik Fall, joueur de l'équipe nationale du Sénégal dans les années 92. Il a même disputé la CAN à Dakar. La levée du corps a eu lieu aujourd'hui, suivi de son inhumation au cimetière musulman de Yoff. Nous y reviendrons avec notre reporter qui est sur place, Boubacar Dia. Merci, Georges Udé. Malal Junior Diagne. Voilà. Malal Junior Diagne qui vient de nous présenter le journal des sports. Dans un instant, ce sera la revue de presse. RFM, presse du jour. Avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Émigration irrégulière, Thiaroye sans nouvelles de plusieurs de ses fils depuis 17 jours. 17 jours pile que leur embarcation est partie de Kayar, direction l'autre monde, loin l'Europe, avec à son bord des candidats à l'émigration irrégulière. Selon Bosby le jour, la pirogue depuis ce jour n'a pas donné signe et à Thiaroye, les familles commencent à s'inquiéter. Le journal parle d'amère attente. Un parent d'une victime se confie. Mon frère est parti avec sa femme et 2 de ses enfants. Depuis lors, rien, pas de nouvelles. Sur les 80 portés disparus, plus de la moitié sont des femmes, affirme-t-il encore. Libération parle alors d'un Barça Walla Barsak qui est en train apparemment de tenir son nom. Boubacar Seye d'Horizon Sans Frontières invite l'État du Sénégal à se bouger. C'est près de 100 personnes qui sont portées disparues, des familles entières avec femmes et enfants à bord. Le journal soutient que ce samedi, plus de 1200 Sénégalais ont débarqué en Espagne. Le confrère soutient dans la foulée que des candidats au voyage ont été roulés dans la farine par des convoyeurs véreux en Gore. Le journal pointe aussi cet autre récit d'une embarcation qui s'est perdue en mer, accostant du coup à Guédiawaye. Et ce week-end, note le journal Le Quotidien, c'était une sorte de balai intense dans la mer. Les îles Canaries ont vu débarquer pour ce week-end en tout 1200 migrants. Enquête parle alors de folie migratoire. En tout, plus de 5300 migrants ont été recensés sur l'île Canaries en 5 jours seulement. La vente aujourd'hui
aux enchères des biens de Léopold Sédar Senghor, l'État a réussi à suspendre l'opération, à reporter plutôt l'opération. Rencontre décisive ce lundi entre le ministre de la Culture Aliou Sow et le commissaire priseur. Ils vont discuter sur les prix. Enquête note que l'État a intérêt à mettre le prix et vite car le commissaire priseur est décidé à vendre si Aliou Sow ne s'entend pas avec la vendeuse. Le journal pointe la logique mercantiliste des ayants droit de Léopold Sédar Senghor, violation sur le patrimoine de Léopold Sédar Senghor. Mais le patrimoine n'entre pas dans le champ de la restriction des biens culturels, note encore le journal. Question alors de Madiambal Diagne dans sa chronique du lundi. Faut-il acheter les biens ou simplement les réclamer? Politique Benno Bokk Yakaar, pas du tout fair play. Le journal L'Info qui évoque la question pointe le blocage de ses adversaires pendant que son candidat circule librement à travers le pays. Le journal évoque les restrictions de liberté apportées à la circulation de la caravane de Khalifa Sall bloquée à Fimela de Malick Gakou dans le nord. Police et gendarmerie réglementent la circulation à 2 vitesses, regrette Vox Populi. Feu rouge pour les opposants, feu vert pour le candidat de Benno. L'Obs revient sur la tournée dite économique d'Amadou Ba et cet incident, 2 coups de feu tirés devant le Premier ministre, le garde du corps du ministre de la Santé et l'altercation avec la garde rapprochée du chef du gouvernement Amadou Ba. Bonne nouvelle après la revendication portant augmentation des salaires des travailleurs de la AIBD. Le journal Source note qu'il a été décidé lors de la réunion du conseil d'administration de ce 20 octobre en Turquie d'augmenter les salaires. Il reste maintenant à définir le taux et la soutenabilité. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h32, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous débattons de ce que certains considèrent comme un traitement inégal des candidats à la candidature pour la présidentielle de 2024, selon qu'il s'agit du Premier ministre Amadou Ba, candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir, ou des autres candidats à la candidature issus de l'opposition, notamment Khalifa Ababacar Sall, Malick Gakou, Déthié Fall, etc. Alors, nous débattons de cela avec nos 2 intervenants du jour. Abdou Khadre Sanoko, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tes auditeurs et toutes tes auditrices. Merci, vous êtes analyste politique enseignant à l'université. Bonjour Hassan Samb. Oui, bonjour Souleymane. Également analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. Abdou Khadre Sanoko, est-ce que en l'état actuel du processus électoral, on peut parler de traitement inéquitable ou inégal entre des candidats à la candidature? Qu'est-ce que vous pensez des récriminations des figures de l'opposition qui évoquent la tournée économique du Premier ministre pendant que des candidats à la candidature sont empêchés simplement de recueillir des parrainages? Merci Souleymane, tous mes respects à l'endroit de mon doyen et ami M. Samb, de l'autre côté du bout du fil. Pour répondre à ta question, je crois que ce matin j'ai eu à dire à travers une certaine presse que visiblement tout est fait pour pouvoir donner le maximum d'avantages aux candidats Amadou Ba, avec tout le respect qu'on lui doit, même si nous ne savons pas peut-être les tenants et les aboutissants des informations que détiennent les renseignements généraux. Mais en réalité, cette tournée n'est d'économique que de nom. C'est juste une tournée de présentation, de familiarisation du candidat, mais par rapport à sa propre base. Et de mon point de vue, le jeu démocratique, effectivement, devrait obéir à une certaine équité qui permettrait aussi aux opposants de pouvoir laisser libre cours, n'est-ce pas, à leur plan de fonctionnement et de déploiement. Mais à notre grande surprise, ce qu'on a accepté aux candidats de la majorité, mais on l'a refusé aux opposants. Et je disais qu'un esprit purement neutre ne pourrait pas comprendre cette posture de l'administration. N'est-ce pas? À quelques encablures entre Louga et Saint-Louis, on déroule le tapis rouge à Amadou Ba. Et maintenant, on empêche à Khalifa Sall et à Malick Gakou de pouvoir dérouler leurs activités. Bon, on pourrait être suspicieux pour dire qu'on a comme l'impression que l'administration a déjà pris part. Avec tout le respect que je leur dois, encore une fois, je ne voudrais pas être aussi sévère et véhément à leur endroit, mais très sincèrement, c'est incongru. Personne ne comprend comment on peut stopper, n'est-ce pas, des adversaires, parce que ce sont des adversaires politiques, qui ne chercheraient rien à faire
qu'à aller juste prendre langue avec leurs militants. On les stoppe et visiblement on permet à l'autre. C'est que quelque part, il y a un projet d'avantager le candidat de la majorité. Ben justement, Hassan Samb, c'est quoi comment dire, le plus problématique? Est-ce le fait que le Premier ministre fasse une tournée économique et se faisant peut-être une campagne électorale déguisée, ou le fait d'empêcher les candidats issus de l'opposition d'aller sur le terrain, ou les deux à la fois, d'après vous? Oui, merci Suleiman. Je fais un clin d'œil spécial à mon frère Sanogo. Préciser pour le Réumi que j'ai cédé la direction de publication Mansour Ndiaye, même si je reste conseiller spécial de la rédaction. C'est bien noté. Oui. Bon, pour le reste, effectivement, ce qui est plus problématique pour moi, c'est le fait d'interdire justement aux candidats, aux potentiels candidats de se mouvoir à l'intérieur. Parce que les tournées économiques, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que ce soit un Premier ministre qui entre en scène dans une élection où pour la première fois, voilà, il n'y a pas... pardon. Hassan Samb qu'on va retrouver tout à l'heure. Abdou Khadre Sanoko, on continue avec vous en attendant de retrouver Hassan Samb. Donc je lui posais la question de savoir c'était quoi le plus problématique. Autrement dit, est-ce que le fait que le Premier ministre fasse une tournée économique ne peut pas s'expliquer d'une certaine manière et ne peut pas être accepté, même si effectivement ça lui donne un avantage par rapport à d'éventuels candidats, on saura dans quelques semaines, quelques mois, qui sont les candidats retenus par le Conseil constitutionnel? Mais c'est ça en réalité. En fait, moi personnellement, ça ne m'aurait pas gêné qu'il soit, n'est-ce pas, dans son manteau de Premier ministre et qu'il puisse faire ses tournées économiques. Ça, on l'a vu avec tous les présidents, que ce soit le président Ouad comme le président Macky Sall. Alors, candidat. Maintenant, ce qui paraît être spectaculaire, c'est que malgré le fait qu'on pouvait véritablement dénigrer le fait qu'on puisse faire le tour du Sénégal avec les moyens de l'État, dans cette posture de candidat de la majorité, en même temps, on interdit à des gens qui cherchent avec leurs propres moyens à aller parler aux Sénégalais. Et c'est ça aujourd'hui, dans ce contexte-là, qu'il faudrait aussi observer, ce manque de courage. J'ai comme l'impression qu'il y a une peur bleue de la part de la majorité qui fait que, et c'est ça qui est inélégant à la limite. On dit, à combattre sans péril, on risque de gagner sans couloir. Alors, comment peut-on... Abdou Khadre Sanoko, on a retrouvé Hassan Samb. Ça marche. Voilà, je vous reprendrai au point où vous vous trouvez actuellement. Quelle solution en dehors des considérations morales? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire peut-être pour éviter cette situation? Mais vous répondrez à cette question tout à l'heure. Hassan Samb, peut-être vous laissez continuer sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais je dis que, effectivement, pour que le Premier ministre fasse des tournées économiques dans un contexte pareil, même s'il les appelle tournées économiques, en réalité, il s'agit d'une sorte de pré-campagne. Donc, décidément. Interdit. Oui. C'est pas interdit par la loi, même si c'est pas très élégant. Alors, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on doit le permettre à tout le monde. On doit permettre à tout le monde de se mouvoir tout en sachant... Mais en quoi faisant? Est-ce qu'il faut légiférer? Voilà. La solution, c'est ça. Modifier maintenant la loi sur le parrainage et considérer que, en cas de collecte de parrainage, on est dans une situation dans une sorte de campagne et qu'il faudrait permettre à tous les candidats, faciliter aux candidats la collecte effectivement de ces parrains-là. Et je pense que désormais, il faut l'écrire pour qu'on ne puisse plus effectivement les empêcher de se mouvoir, de se pavaner à l'intérieur des régions. D'autant plus qu'en face, le Premier ministre véritablement est en train de prendre langue avec... Oui, quelques problèmes techniques avec le téléphone. On espère retrouver Hassan Samb tout à l'heure. Abdou Khadre Sanoko, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous retrouver sur le terrain moral. Vous dites que c'est pas élégant ce qui est en train de se passer, mais c'est légal
Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour corriger la situation par la loi, par la réglementation? Hassan semble évoquer la possibilité d'autoriser tous les candidats à la candidature à se mouvoir comme bon leur semble pour collecter notamment les parrainages. Mais du côté du Premier ministre, est-ce qu'il y a lieu de faire quelque chose, ou du candidat du pouvoir à une prochaine élection? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, des marges pour légiférer et mettre tout le monde sur un pied d'égalité? Moi, très sincèrement, c'est ce que je t'ai dit. Je crois que Hassan, je vais m'inscrire dans la même veine que doyen Hassan. Il a raison. Moi, encore une fois, des présidents sortants étant candidats pour une majorité présidentielle ont continué, n'est-ce pas, d'exceller dans ce contexte de tournée économique ou autre, ou bien tournée même politique. Mais ça peut ne pas gêner. Parce que quand même, moi personnellement, je trouve qu'un premier ministre pourrait aller parler aux Sénégalais par rapport à cette casquette-là et demeurer aussi peut-être candidat pour un camp ou pour un autre. Par contre, le moyen le plus rapide, je crois qu'Hassan l'a évoqué tout à l'heure, c'est de pouvoir légiférer par rapport à ça, aller à l'Assemblée et permettre de manière écrite, n'est-ce pas, officielle, aux uns et aux autres qui voudraient aller vers cette perspective de collecte, mais de pouvoir se retrouver pour partout où leurs militants se trouveront pour pouvoir leur parler. Mais aujourd'hui, il y a un paradoxe. Vous ne pouvez pas donner une fiche de parrainage à un leader politique, après lui empêcher de pouvoir aller collecter ses parrains. Et à ce niveau-là, les gens continueront à croire que notre démocratie est en train d'évoluer à reculons. Et aussi, ça donne une mauvaise image par rapport à l'aura du Sénégal, surtout, n'est-ce pas, dans sa tradition démocratique. Sauf que souvent, ce n'est pas la loi qui leur est opposée, mais plutôt des arguments d'ordre public, etc. Ce qui appelle la responsabilité de l'administration territoriale. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de ce côté-là également? C'est ça. Bon, l'administration territoriale devrait jouer la carte de la neutralité. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais. Enfin, les langues se sont déliées pendant un bon bout de temps pour dire que oui, l'administration est de connivence avec la majorité. Certains ont dégagé dans les touches. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué de pouvoir porter la robe d'avocat pour l'administration territoriale. Et à mon niveau, il faudrait qu'il puisse, n'est-ce pas, demeurer, mais à équidistance par rapport à tout ce qui se passe par rapport aux jeux politiques. Donc, ne pas céder à la manipulation et essayer de permettre à tous les candidats à cette candidature-là de pouvoir jouir, n'est-ce pas, des mêmes chances les uns des autres. Mais sinon, on aura comme l'impression que les cartes sont déjà jouées et qu'on cherche à faire gagner un candidat au détriment d'autres. Et ça, en toile de fond, ça peut créer d'autres contestations, n'est-ce pas, juste après la proclamation des résultats. Et ça peut être regrettable. Aujourd'hui, faisons de telle sorte d'aller vers cette élection-là dans un climat mais extrêmement apaisé où il n'y a pas de doute et de suspicion dans la tête des coalitions politiques et que certainement, quand quelqu'un sortira vainqueur, tout le monde l'acceptera. Au cas contraire, nous risquons d'aller vers un contentieux post-électoral inouï et les jalons sont en train d'être posés ces jours-ci avec tout ce que nous voyons comme barrage de la route, n'est-ce pas, aux opposants. Alors qu'on n'a même pas encore entamé la période préélectorale. Alors, Hassan Samb, pour la dernière minute qui nous reste, je vous laisse terminer votre développement et peut-être nous donner votre conclusion sur ce sujet. Absolument, c'est une situation regrettable. C'est pas acceptable de donner donc des fiches de parrainage, de dire aux gens de collecter des parrains dans au moins 7 régions, pour 2000 parrains par région. Ensuite, les empêcher de tourner en rond, c'est pas possible. Donc, il faudrait légiférer, imposer à l'État, à l'administration, effectivement, le respect de cette forme de campagne électorale qui voudrait que les gens cherchent des parrains pour, effectivement, avoir le maximum de chances d'être candidat. Et là, c'est une situation de deux pas de parce qu'à côté en face, il y a le premier ministre. Et ça, c'est pas élégant du tout, c'est pas acceptable. Et tous les démocrates du pays devraient aujourd'hui taper sur la table pour que, effectivement, pareille situation ne se reproduise. Que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Merci à tous les deux, Abdou Khadre Sanoko
et Hassan Sam, tous deux analystes politiques, l'un enseignant à l'université Cheikh Anta Diop et l'autre à Réumi Quotidien comme conseiller du directeur de publication. À 12h45, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef El Haj Ndiogoudjen, chef d'édition Awambaï avec Mama Stoukan. À la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Maïsambaï, production Alioune Ba. À 13h, vous avez